Hello, hello tout le monde. Alors, Jeannette. Hello. Bienvenue dans ce live. J'attends que Virginie se connecte pour pouvoir lui demander de me rejoindre. Est-ce que vous m'entendez bien, ceux qui sont connectés? Top. Bonjour, bonjour tout le monde. Ouais, vous m'entendez bien, j'ai mis mes écouteurs, mais il y a toujours potentiellement un petit bug. Si jamais je fais un petit mot pour ceux qui regarderont ce live en replay, voilà, n'hésitez pas à avancer de quelques secondes le temps qu'on se connecte. Ok, on m'entend bien, super, top. Salut tout le monde, salut Steph. Alors, j'attends que Virginie se connecte pour que je puisse l'inviter au live. Où es-tu Virginie? La voilà. Voilà. Non. Est-ce que Virginie va pouvoir nous rejoindre? Salut tout le monde, je vous laisse vous connecter. Hello. Yes, elle est là. Alors, je suis en train de voir si je peux faire la même chose sur Facebook, mais j'ai Dis-moi. un... non, c'est pas aussi facile. Il te demande 1500 trucs et comme c'est bon, bah, c'est notre premier live, voilà, Ah, la forcément. technologie, hein, c'est toujours un point. Alors, j'essaye de t'inviter. Hop, je t'invite. Du coup, ce sera sur l'ordi. Hop, je lance. Je sais pas si je peux avoir Facebook et Instagram en live en même temps. Ah, il faut que tu mettes l'un sur l'ordi, l'autre sur le téléphone. Ouais, c'est ça. J'ai Facebook sur l'ordi. Je suis prête. Ok, non. Normalement, je t'ai envoyé et c'est en train de créer le direct. D'accord. Bon, on va Ouais. voir. Du Bon, coup, bah vous pouvez nous bonjour suivre en simultané. à tous ceux qui nous regardent et qui nous voient galérer avec la technologie. Exactement. Il y a Véro qui nous regarde en déjeunant. C'est une très bonne idée. Voilà, je pense que Bon c'est pas mal. appétit. Comme ça, on a le temps de gérer la technique. Ouais. Euh, Alors, du coup, ça marche ou ça marche pas là? Écoute, pour l'instant, je n'ai rien. On peut commencer à se présenter pendant que ça charge. Ouais. Et puis, non, pour l'instant, je n'ai rien. Écoute, Bon, bah, je je ne crois te que vois sinon, pas. sur Facebook, ce sera pour une prochaine fois, hein. Ben ouais, hein. Parce que là, Euh, je ne vois rien. Je sais pas je vois comment pas c'est de sur demande. Facebook. Oui, je suis toute seule sur le live sur Facebook. Tout va bien. Je suis là, mais je suis sur Instagram. Bon, bah écoute, on va laisser tomber Facebook, hein, puis on va passer à l'essentiel, le partage sur l'hypersensibilité et le Ok. syndrome de l'intestin irritable. Je te laisse te présenter en premier, Anne-Sophie? Ouais, ça marche. Alors, du coup, donc moi, je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et on va dire spécialisée et passionnée par tout ce qui touche à la digestion, les intestins et surtout l'impact en fait de l'état de nos intestins sur notre bien-être au général. Donc voilà, vraiment tout ce qui touche à ça et l'alimentation et le bien-être en général. Ok, et du coup, tu, Voilà. tu me proposes différentes façons d'accompagner les personnes par rapport à ces sujets-là. Exactement, du coup, moi, donc, je fais à la fois des consultations, alors pour le moment en visio, hein, vu le contexte dans lequel nous évoluons, et puis surtout des formations en ligne avec de l'accompagnement aussi à côté, si les personnes le souhaitent, sur voilà, comment mieux digérer, comment être moins stressé, comment diminuer le sucre aussi, parce que ça, c'est aussi un aspect qui est important. Et voilà, tout plein de sujets. Et là, la prochaine formation qui va sortir, ce sera sur la spasmophilie, voilà, qui est un domaine que j'ai jamais encore évoqué sur mon site ou tous mes réseaux sociaux, mais qui, je me rends compte, touche beaucoup de personnes et aussi très très lié à l'hypersensibilité, aux intestins. Et voilà, donc c'est un nouvel Mhm. univers qui s'ouvre. Et tu as fait aussi un super programme là de recettes à IGBA. Oui, Franchement, ça a l'air trop intéressant, trop yummy. oui, exactement. J'ai fait ça en collaboration avec mon amie Marie, qui elle est spécialisée en pâtisserie végétale.
et qui fait toujours très attention aux ingrédients qu'elle utilise. Et du coup, on a lié nos deux compétences, elle la cuisine et moi plus l'aspect, on va dire, santé technique. Et on a créé un programme donc avec des desserts à IGBA. Et croyez-moi, pour avoir goûté un bon nombre de ces desserts, Marie, il y a du niveau, hein. C'est très très bon. Ouais. Ouais. Et on verra que c'est intéressant d'avoir des recettes comme ça, notamment pour le syndrome de l'intestin irritable. Tout ça, Oui. c'est lié. Mais en fait, c'est ça, c'est que tout est lié. C'est que dès l'extérieur, on pourrait se dire, mais tout ça, ça n'a aucun rapport. Et en fait, tout est vraiment lié. Donc, c'est voilà, c'est vraiment ça. Ok. Donc, voilà. Et toi, Virginie, dis-nous qui es-tu? Eh ben, moi, je suis coach pour personnes atypiques, j'appelle ça comme ça, c'est-à-dire les personnes qui sont hypersensibles au potentiel ou multipotentiel. Donc, multipotentiel, c'est des personnes qui ont plein de passions dans leur vie et qui ont soit plusieurs vies professionnelles, soit voilà, qui changent régulièrement de vie. Donc, je les accompagne. Ça fait maintenant 3 ans je les accompagne par le coaching à comprendre comment elles fonctionnent, à assumer ça, parce que ben, quand on est hypersensible, alors selon les études, c'est entre 15 et 30% de la population. C'est quand même une minorité. Quand on est au potentiel, c'est déjà plus que 2,5% de la population. Donc, on s'est un peu forgé une façon d'être en fonction des injonctions de la société, de toutes les fois où on interagit, qu'on voit qu'on ne fonctionne pas tout à fait de la même manière. Et donc, Mhm. c'est épuisant, en fait, d'essayer de fonctionner, d'être la personne que tout le reste de l'univers attend de nous. Et vraiment, pour moi, c'est donner les clés à ces gens-là, d'oser être soi-même, de comprendre plein de petits trucs, d'aller débloquer des croyances qui font qu'on se dit, ben non, ça, je peux pas le faire, alors qu'en fait, voilà, hein, on peut tout faire. Je suis en train de faire un live sur Instagram, quoi. Franchement, tu m'aurais dit que j'allais faire ça il y a un an, je l'aurais pas cru, quoi. Tu vois? Et maintenant, je vis ça comme un jeu. Donc voilà, c'est ça l'idée aussi du coaching, c'est d'avancer par petits pas pour que, bah oui, un an, je l'aurais pas fait, mais maintenant, c'est rigolo, quoi. Mhm. Donc voilà, donc je les accompagne par du coaching individuel. Et puis là, je vais bientôt lancer au mois de mai un programme en ligne. Donc comme ça, les personnes vont pouvoir le suivre à leur vitesse. Puis on aura des appels chaque mois pour échanger, pour avancer ensemble. Et en groupe, enfin, moi je trouve que le groupe, ça marche vachement bien avec les personnes hypersensibles au potentiel et multipotentiel, parce que justement, elles ont aussi besoin de temps en temps de trouver des personnes qui fonctionnent comme elles, quoi. Exactement. Tu dis, ah, mais je suis pas tout seul, en fait. Ouais. Ça, c'est hyper important. Mm. Ouais, c'est clair. Alors, Et oui, oui, vas-y. si ceux qui ont écouté, j'avais fait un épisode de podcast justement sur l'hypersensibilité et le lien avec le syndrome de l'intestin irritable. Et pour ceux qui l'ont écouté, je vous parlais justement de Virginie. Donc voilà, pour que vous puissiez reconnecter les points, voilà, c'est elle. Alors, pourquoi on avait envie de faire ce live? Donc, Sophie et moi, on s'est connus à travers Mission Passion, donc qui est un programme qui coach les coachs, les accompagnants. Mhm. Et on a bien matché. On s'est bien rencontrés et j'ai trouvé que nos deux approches étaient hyper complémentaires, hyper intéressantes. Voilà, il y a vraiment des liens. Moi, personnellement, j'ai découvert le syndrome de l'intestin irritable il y a 2 ans maintenant, à peu près. C'est-à-dire qu'avant, pour moi, je pouvais manger n'importe quoi, ça ne changeait absolument rien à ma vie. Et puis, à force de me reconnecter à mon corps, tout d'un coup, il a fallu enfin, j'ai pu observer que chaque soir, en fait, ben, j'avais mal au ventre quand je me couchais. Et donc, j'ai commencé à me dire, tiens, c'est pas tout à fait normal. Et là commence quand même un sacré parcours pour découvrir ce que c'est le syndrome de l'intestin irritable, en sachant que tu as encore des thérapeutes, comme la gastro-entérologue que je suis allée voir, qui m'a quand même donc fait quand même être allée voir à l'intérieur si tout allait bien, hein, ça va loin, Oui, pour me dire, bah non, c'est fonctionnel, donc il n'y a rien à faire, à rien part à prendre faire. des médocs, voilà, Mm. contre les spasmes de l'intestin. Et l'alimentation ne changera absolument rien parce que c'est fonctionnel. Fort bien. Voilà. Donc, l'errance médicale, ça existe pour beaucoup d'hypersensibles, je pense, hein.
parce que c'est vraiment un aspect, je pense, l'hypersensibilité et le haut potentiel, ça joue sur la façon dont tu le vis. Alors, tous les HP, tous les Mm. hypersensibles euh, n'ont pas un syndrome de l'intestin irritable, heureusement. Heureusement, exactement. Mais voilà, toi qui vois beaucoup de gens concernés par le syndrome de l'intestin irritable, est-ce que tu as une grosse proportion de personnes concernées par l'hypersensibilité? Alors oui, moi en tout cas, je le décèle parce que tout le monde le dit pas ouvertement parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a peu de gens qui arrivent à dire vraiment et à poser le mot, dire oui, je suis hypersensible. Et moi, la première, hein, moi, je suis clairement concernée, mais jusqu'à il y a encore peu, je t'aurais dit, bon, non, je suis pas hypersensible, je suis un peu sensible, mais c'est tout. Alors qu'en fait, bon, bah, quand vraiment je regarde factuellement un peu ce qu'est l'hypersensibilité, je me dis, ah, mais si, en fait, oui, clairement. Donc, il y a peu de gens qui me le disent, mais moi, je le sens beaucoup au travers de ce que les gens me décrivent de leur vie en général, de leur ressenti, de à quel point aussi ça peut impacter leur morale. Enfin, voilà, quand il y a vraiment des douleurs des symptômes digestifs qui sont pas agréables, il y a des gens chez qui c'est pas grave, tu vois, j'ai mal au ventre, ça passe, voilà, et j'y prête même pas attention. Et il y en a d'autres chez qui ça va beaucoup plus impacter au niveau, ouais, au niveau de l'énergie, au niveau du moral, etc. Et souvent, c'est quand il y a effectivement un profil qui est aussi hypersensible. Et puis, dans leur façon de parler aussi, je vois aussi comment ils me décrivent un peu leurs symptômes, l'impact que ça a. Voilà, c'est tout un langage aussi, je trouve, qu'on retrouve beaucoup chez les personnes plus, voilà, plus sensibles. Donc, ouais, en général, c'est quand même très très lié, ce qui ne veut pas dire non plus que toutes les personnes ayant un syndrome de l'intestin irritable sont hypersensibles, ou inversement, que tous les hypersensibles ont un syndrome de l'intestin irritable, mais c'est quand même quelque chose qui se retrouve, qui est très connecté en tout cas. En général, Ouais. l'un va rarement sans l'autre, voilà, quand même d'une manière ouais, générale. Ouais. Et juste pour ajouter sur ce côté-là, tu vois, moi pendant très très longtemps, j'ai pas du tout écouté mes douleurs au ventre. Pourtant, l'hypersensibilité, on est avec, hein, donc certainement Mm. que ça fait des années que j'avais mal au ventre, mais je n'écoutais pas. Donc, effectivement, il y a aussi la façon dont on gère les signaux de notre corps, les signaux Mm. émotionnels, qui font que, enfin, pour moi, dans mon parcours, c'est vraiment, avant, j'écoutais rien, ni le corps, ni les émotions, puis j'ai appris à écouter et le corps et les émotions, et puis à un moment donné, c'est-à-dire, les signaux sont là, le corps te dit, hé, hé, c'est pas normal, et à un moment donné, bah, ça va être nécessaire d'aller plus loin, quoi, d'approfondir juste, mais qu'est-ce que c'est que cette douleur? C'est ça, et au Est-ce que début, justement, c'est un peu inconfortable oui, parce que quand t'as pas écouté et que d'un coup tu tends un peu l'oreille, tu te dis ah mais en fait il a plein de choses à me dire ce corps et des choses que j'ai pas forcément envie d'entendre parce que c'est pas toujours agréable et parfois douloureux. Donc au début c'est un peu genre je suis pas très certain de non je suis pas hypersensible c'est faux je refuse et puis j'ai pas mal au ventre et voilà et puis bon bah il y a un moment quand on l'accepte déjà c'est quand même beaucoup plus on est beaucoup plus serein face à ça et on peut effectivement aller au-delà, quoi, aller vraiment faire un travail sur ça plutôt que de dire je vois rien, tout va bien. Je voulais juste rajouter que si vous aviez des questions, n'hésitez pas à les écrire pendant ce temps-là. Moi, j'aime beaucoup quand c'est interactif, donc n'hésitez pas à noter vos questions et voilà, et on s'arrêtera, enfin, on prendra le temps d'aller voir s'il y en a. Pour l'instant, j'en vois pas, donc Ouais, n'hésitez pas exactement. à les ajouter. Du coup, si on revenait quelques instants sur bah, qu'est-ce que c'est l'hypersensibilité, parce que voilà, toi qui t'es dit non, je suis sensible, mais c'est pas ça, ça vaut peut-être le coup de rappeler ce que c'est l'hypersensibilité et Oui, justement de commencer peut-être par dire que c'est pas que le côté émotif. Hein, c'est pas oui, déjà, oui, il y a des émotions qui sont très très présentes chez les hypersensibles qui sont plus intenses en fait. Je dirais, pour bien comprendre le truc comme quoi c'est pas juste une façon d'être ou un choix d'être émotif, en fait c'est notre système nerveux qui est activé de façon qui est, oui, plus facilement activé, qui a un seuil d'activation qui est c'est plus ça, bas. C'est-à-dire qu'il faut exactement. beaucoup moins de stimuli pour qu'il se lance. Donc, du coup, ça va avoir des impacts à plein d'égards.
notamment sur votre façon de vivre votre quotidien. C'est-à-dire que les bruits, ça va être plus intense que pour les autres, le toucher va être plus particulier, l'odorat va être différent, etc., etc. Donc ça, c'est déjà pour les cinq sens. Mais donc, on voit bien que la peau va être plus sensible, mais ça va être la même chose à l'intérieur quelque part, hein. Exactement. Mm. Et puis, du coup, comme nos émotions sont fonction aussi des stimuli extérieurs et que la réponse nerveuse est fonction aussi de notre système, les émotions vont aussi être plus intenses. Donc, on voit bien que l'hypersensibilité, c'est à la fois... Ah, ça coupe, Oui, non, non, c'est bon? On voit bien il y a eu un petit bug, mais c'est bon. Ok, on voit bien que l'hypersensibilité, du coup, c'est physiologique, physique à travers nos sens et émotionnellement. Donc, c'est pas juste qu'on est gnangnan, trop gentil, bisounours, ou trop sensible. C'est vraiment que la façon dont les éléments nous arrivent, il y a parfois, on parle aussi de défaut de filtre, c'est-à-dire qu'on on filtre beaucoup moins les informations qui nous arrivent. Donc, voilà, notre cerveau prend beaucoup plus d'informations que, disons, les personnes neurotypiques. Mais ça a des atouts, c'est-à-dire que ça va avoir des atouts notamment sur l'intuition, puisque notre intuition, elle est basée aussi sur toutes ces informations et qu'on va traiter de manière inconsciente. Ça va être aussi une capacité à réagir, à ressentir le monde beaucoup plus, avec beaucoup plus de nuances, avec beaucoup plus de couleurs, je dirais. Donc voilà, moi je trouve ça fantastique d'être hypersensible, je pense que vous l'avez compris. Euh, Et je suis d'accord. Et puis, de toute façon, c'est comme avoir les yeux marron ou bleus. Enfin, tu choisis pas, tu l'es. Ouais. Donc, vraiment, à mon sens, ce qu'on a de mieux à faire, c'est d'accepter ça, d'arrêter de lutter contre, hein. Pendant des années, pendant plus de 30 ans, j'ai lutté contre. Et en fait, on s'aperçoit que quand on arrête de lutter, c'est OK. En fait, on n'est pas rejeté, tout va bien, on peut aussi bien le vivre. Est-ce que tu vois autre chose, toi, Anne-Sophie, à rajouter, ou est-ce que d'autres personnes ont des questions sur l'hypersensibilité? Ben déjà, ouais, en termes de ce que tu disais, c'est effectivement, enfin, par rapport à ce que oui, c'est comme ça aussi que je le perçois. Et je rajouterais juste que moi, ce qui m'a aidé depuis que je me dis, bah oui, ok, je suis hypersensible, c'est de beaucoup mieux prendre soin de moi. Plutôt que de me dire, genre, ouh là, je sens que c'est trop pour moi, il y a trop de bruit, trop de lumière, trop d'informations, trop de que sais-je. Plutôt que de me dire, oh, ça va, c'est bon, tu vas pas en faire un plat, on n'est pas non plus, voilà, c'est OK. Là, de me dire, non, en fait, juste, c'est trop pour moi, c'est ni bien ni mal, c'est juste, bah, là, je m'extrais de cette situation, ou de planifier aussi différemment mon emploi du temps, tu vois, de pas me mettre 5 rendez-vous dans la journée, parce que je sais que je suis pas capable de les faire de Mm. manière optimale, ou alors je vais le faire, mais je vais finir la journée, mais complètement rincée. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça où je me respecte beaucoup mieux en fait. C'est pas beaucoup plus. C'est vraiment ça quoi. C'est vraiment, je me dis, bah, je suis comme ça, c'est factuel. C'est pas parce que je suis une chochotte, c'est pas parce que, enfin c'est juste c'est comme ça. Donc je m'adapte et je me sens beaucoup mieux au final parce que je fais les choses en accord avec moi et pas juste par rapport à ce que je sais pas les autres font par exemple. Ou voilà, là c'est vraiment plus Ouais, d'être en accord avec soi-même quoi. ouais, complètement. Et c'est souvent même, toi, le sujet des horaires, c'est souvent même parmi les premières choses que me disent mes clients, c'est ce qu'ils aimeraient, c'est trouver un boulot qui respecte leur rythme, parce qu'effectivement, quand on est hypersensible, moi, je me souviens travailler en open space. Au début, j'écoutais pas, donc c'était OK. Enfin, j'étais souvent fatiguée. Moi, j'ai passé les 10 premières années de ma vie professionnelle à dire je suis fatiguée, je suis fatiguée. Mhm. De me lever, j'étais fatiguée. Bon, bref. Et mais c'est pas normal en fait. C'est-à-dire que quand on est dans le bon job, quand on est dans le bon environnement, on peut finir la journée plein d'énergie en fait, parce qu'on est content de ce qu'on a fait et parce que ça a respecté notre façon d'être. Donc moi je suis comme toi, je peux pas faire 10 rendez-vous dans la journée. C'est pour ça que j'ai passé mes 2 premières années, enfin même encore maintenant, à organiser ma semaine pour trouver la semaine qui correspond à mon rythme, à Mhm. mes besoins de repos, de ressourcement. Et notamment, voilà, il y a beaucoup d'hypersensibles qui sont introvertis. C'est 70%, donc c'est pas Mhm. tous non plus. Et donc, quand on est introverti, on récupère son énergie au calme, seul. Et beaucoup d'entre nous, beaucoup d'introvertis,
n'osent pas afficher ça clairement aussi. Ouais, Donc ouais, voilà ouais, pour c'est clair. l'hypersensibilité. Et je Euh, vois qu'il y a une une question question. justement de Véro qui est en train de nous écouter en déjeunant, qui nous dit c'est peut-être dû aussi à un manque de confiance en soi. Enfin, c'est très lié, mais comment tu vois la connexion justement entre le manque de confiance en soi et l'hypersensibilité? C'est complètement lié. Il y a eu un petit bug. Ah ouais, c'est complètement lié parce qu'en fait, euh, comment tu te perçois quand tu es hypersensible, si tu te perçois comme étant incorrect, hein, parce que tu as des émotions qui sont trop fortes, tu te mets à pleurer en réunion. Moi, ça m'est déjà arrivé de pleurer devant un de mes boss. Hein, donc, enfin voilà, tu supportes pas la musique en soirée, etc. Tout ça te renvoie au fait que tu n'es pas correct par rapport aux autres. Les autres y arrivent, pas toi. Donc, ça travaille sur ton estime de toi. Combien tu te dis, je suis pas bien, je suis nulle. Voilà. Et donc, il y a confiance en soi, estime de soi. La confiance en soi, c'est cette capacité à passer à l'action. Je pense que, bon, c'est lié, hein, mais avant tout, ça travaille sur l'estime de soi. Si tu ne te respectes pas en tant qu'hypersensible, tu as tendance à te penser nul euh, parce que tu mets la référence à l'extérieur. À partir du moment où tu intègres le fait que tu es hypersensible, que c'est comme ça que c'est bah, non négociable, tu vois, t'as les yeux marrons, t'as les yeux marrons, tu vas pas essayer de... Bon, tu peux mettre des lentilles bleues, mais en dessous, tu auras Oui, toujours les ça yeux marche pas marrons. longtemps. Voilà. Mais c'est pareil avec l'hypersensibilité. Pendant longtemps, on met un masque, on fait croire qu'on est fort, que c'est Ouais. bon. Voilà, j'ai essayé, hein. Moi, j'ai même pas peur des films d'horreur. Voilà. J'ai dû regarder une demi-heure du projet Blair Witch. Je ne sais pas, je vais aller me coucher. Hein. Oui, je comprends. Voilà. Donc, oui, ça tape dans l'estime de soi à chaque fois. Et donc, c'est aussi faire un pas vers soi, faire un pas vers une meilleure estime de soi que d'accepter, d'assumer son hypersensibilité. Mhm. Voilà. On voit du coup un petit peu le lien avec le syndrome de l'intestin irritable. Toi, Ouais. qu'est-ce que tu pourrais nous dire déjà? Qu'est-ce que c'est le syndrome de l'intestin irritable? Alors, le syndrome de l'intestin irritable, c'est un peu un... c'est c'est un peu un fourre-tout. C'est assez difficile à décrire en un mot parce que ça peut contenir tellement de choses, mais si je devais résumer, c'est tout un éventail de symptômes digestifs plus ou moins prononcés qui peuvent aller de des douleurs, des crampes, des spasmes, des choses comme ça, à des ballonnements, des problèmes de transit. Donc ça peut être diarrhée, constipation, alternance des deux. Voilà, c'est tout un quand vraiment on digère pas bien. Donc c'est à la fois inconfortable, potentiellement douloureux. Ça peut être au quotidien comme ça peut être de temps en temps. Voilà. Alors dans la classification à proprement parler, il faut que les symptômes soient au moins 3 fois par semaine sur 4 mois, je crois, un truc comme ça. Bon, ça, on s'en fiche un peu. À partir du moment où on a une digestion qui n'est pas agréable, qui n'est pas confortable, et qu'on sent que vraiment il y a plein d'aliments qui passent pas, qu'on n'est pas bien dans son ventre, en général, ça se regroupe sous le syndrome de l'intestin irritable. Ok. Donc voilà. Et alors, comment, à ton avis, comment c'est, ouais, d'où ça vient? Est-ce qu'on sait d'où ça vient? Est-ce que c'est uniquement fonctionnel, comme le disait ma gastro-entérologue il y a Eh bien quelques non, années? c'est plus complexe que ça. Alors c'est un peu le souci, c'est qu'on ne sait pas concrètement d'où ça vient. En fait, c'est multifactoriel, on va dire. Alors souvent, on considère, en tout cas, on se rend compte que dans beaucoup de cas, ça survient après un traumatisme, alors qui peut être très divers et varié. Un traumatisme, ça peut être soit à la fois émotionnel, soit ça peut être physique. Et ça peut être aussi simple que simplement, on est allé à l'étranger, on a chopé la tourista, Mm. on a été malade pendant quelques jours, du coup notre flore bactérienne intestinale, elle a été complètement déséquilibrée, elle n'a pas réussi à se rééquilibrer après, et donc ça devient un syndrome de l'intestin irritable. Donc ça peut être ça, mais ça peut aussi être des chocs émotionnels qui peuvent être arrivés dans l'enfance ou plus tard dans la vie. Alors parfois que même la personne n'a pas forcément vécu comme un choc. Ça peut être, voilà, surtout les enfants sont en général capables d'encaisser pas mal de choses, donc ça peut être des choses que sur le coup ils n'ont pas du tout vécu comme un traumatisme, mais qui en fait le corps a engrangé, on va dire enregistré comme ça.
et ça engendre après des problèmes qui sont à la fois fonctionnels, effectivement, c'est que l'intestin ne digère pas bien, mais il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Voilà, souvent, ça débute avec un déséquilibre de la flore, donc c'est-à-dire toutes les petites bactéries qu'on a dans l'intestin. Normalement, elles sont bien équilibrées, il y a différentes populations, etc. Il suffit qu'il y ait un déséquilibre à ce niveau-là, tout se met un peu à fonctionner n'importe comment, comme dans une société, on va dire. Souvent, ça part de là, mais cette cause-là, enfin on va dire cette conséquence-là plutôt, peut avoir de multiples causes. Voilà, mais c'est pas uniquement fonctionnel et c'est pas non plus dans la tête, parce que ça aussi on l'entend beaucoup. C'est pas que lié au stress non plus. On entend aussi souvent c'est dans votre tête, reposez-vous et ça ira mieux. Bon, bah non, c'est pas aussi simple. Oui, et alors, donc, il y a Véronique qui demande, est-ce que c'est héréditaire? Euh, Moi, j'ai l'impression que c'est Ouais. pas forcément héréditaire. Enfin, il y aurait un... Enfin, Bah, je dans le dirais sens oui et où, non. ouais, parce que le microbiote intestinal, il provient quand même on le récupère à notre naissance. Normalement, en passant, enfin, voilà, la maman accouche par voie basse, c'est à ce moment-là que l'enfant récupère le microbiote de sa mère. Quand il y a une césarienne, c'est différent. Ça peut être par le lait maternel ou après, ça va être encore différent. Donc, c'est Ouais, pas c'est- nécessairement 100% héréditaire. non, du tout. En fait, c'est vrai qu'on récupère une partie du microbiote de la maman, à la fois déjà pendant la grossesse, puisque du coup, elle nous en transmet une partie aussi. Effectivement, une grosse partie à l'accouchement. Et après, l'enfant, il va aussi construire son microbiote jusqu'à de 0 à 3 ans, on va dire. Là, c'est vraiment la période où, bah, aussi en mettant des trucs à la bouche, en commençant à goûter Mhm. des aliments, etc., bah, il va aussi construire son microbiote. Il va construire toute cette petite population. Donc, si déjà de base, il a eu un microbiote plutôt appauvri parce que la maman ou les parents ou même l'environnement dans lequel il vit, le microbiote était un peu appauvri de base, bah forcément, il part un peu avec des carences, on va dire. Mais après, ça se construit aussi tout au long de la vie. Donc, en soi, c'est pas 100%, enfin, c'est pas vraiment héréditaire, c'est juste que, en général, on a quand même, au début, en tout cas, les mêmes habitudes de vie que nos parents. Parce que quand on est enfant, hein, on s'adapte, voilà, on vit dans un environnement, et ça joue aussi. Entre ce qu'on mange, l'hygiène aussi qui peut être présent. Des fois, le trop d'hygiène, bah, c'est pas non plus bon pour le microbiote parce qu'on n'est pas confronté à suffisamment de bonnes bactéries. Donc voilà, donc il y a à la fois effectivement l'aspect vraiment microbiote qu'on récupère de nos parents, et il y a aussi l'hygiène de vie qui peut aussi fortement jouer dans les paramètres. Que ça aussi on peut récupérer des parents. Il y a aussi évidemment l'aspect est-ce qu'on est plutôt anxieux, donc ça on le récupère aussi un peu génétiquement des parents, même si on peut toujours jouer dessus. Donc voilà, donc c'est oui et non, c'est héréditaire oui et non, mais voilà, c'est pas parce qu'en tout cas les parents ont le syndrome de l'intestin irritable que forcément l'enfant l'aura. Ça se joue pas comme ça. Et contrairement à l'hypersensibilité, normalement, c'est pas quelque chose avec lequel on va naître. Ça peut, c'est-à-dire que dès l'enfance, on peut avoir un syndrome de l'intestin irritable, mais ça peut aussi être quelque chose qui se développe au cours de la vie, comme je l'ai dit, suite à un traumatisme qui peut être très très varié. Donc voilà, c'est moins, c'est pas comme l'hypersensibilité où c'est factuel, on est comme ça. Voilà, là c'est un Oui, peu plus subtil. et le traumatisme peut venir même d'une cure d'antibiotiques. Ouais, Hein, je lisais enfin, je regardais même Dora Muto qui est aussi sur Instagram et qui parle notamment de sa maladie chronique qui est le SIBO, mais Simo, ouais. donc, qui est un déséquilibre du microbiote intestinal. Euh, Elle, ça lui est arrivé suite à... D'ailleurs, elle est partie en voyage, elle a fait une cure d'antibiotiques en rentrant et à partir de ce moment-là, c'est devenu très très compliqué. Mm, mm. Alors, existe-t-il un moyen fiable d'analyser le microbiote et par conséquent de le traiter spécifiquement? Alors c'est une bonne Voilà. question. Il y Après, a on Il y a de plus en plus de laboratoires qui développent effectivement des analyses du microbiote. Il faut savoir que ça peut être intéressant, selon, alors il faut bien se renseigner quand même avant où on le fait, et voilà, essayer quand même d'aller dans un laboratoire de confiance et se méfier parfois de ce qu'il peut y avoir sur Internet notamment. Après, même un laboratoire de confiance qui fait ça très bien, c'est jamais fiable à 100%, dans le sens où en fait il y a des bactéries qui ne peuvent vivre que dans nos intestins. Donc à partir du Hum, moment où on les sort de nos intestins pour les étudier, elles meurent, elles sont plus là. Donc ça nous donne une bonne indication, mais ça peut pas nous donner vraiment à 100% la cartographie de notre microbiote.
En revanche, ça peut quand même donner des indications intéressantes sur un peu l'état quand même, la diversité du microbiote. Et en fonction de ça, oui, pourquoi pas donner un peu des traitements qui vont être un peu plus adaptés. Mais à quand même modérer. Et voilà, c'est pas encore du 100%, c'est pas encore du j'ai la solution miracle, je vais étudier mon microbiote et je sais exactement ce qu'il faut que je fasse après. Voilà, Ouais. il y a plein de Et donc, on peut paramètres. dire que le syndrome de l'intestin irritable, il est lié justement à un déséquilibre du microbiote. C'est un peu ça qui fait que… Ouais, souvent c'est un peu ça. Alors, c'est difficile de dire s'il est lié ou s'il en est la conséquence, mais en tout cas, clairement, oui, quand il y a syndrome de l'intestin irritable, Il y a une corrélation. voilà, il y a une grosse corrélation avec le fait que le microbiote est déséquilibré. Après, il y a aussi plein d'autres facteurs. Il y a le fait que, euh, comment dire, la sensibilité au niveau des intestins va être plus élevée. Donc ça rejoint un peu l'hypersensibilité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont digérer, qui vont ne pas sentir leur digestion. C'est normalement ce qui devrait arriver. En général, on ne sent pas ce qui se passe dans notre ventre. Ou on sent un petit glouglou, un petit mouvement, mais voilà, on ne peut pas dire, alors là, je sens qu'il y a ça qui se contracte, etc. Dans le cas du syndrome de l'intestin irritable, les influx nerveux autour des intestins sont beaucoup plus sensibles, donc ce qui fait que la moindre petite contraction peut déclencher des douleurs qui ne seraient pas le cas chez d'autres personnes. Donc voilà, il y a plein de paramètres. Il y a à la fois l'aspect du microbiote, l'aspect nerveux, et puis aussi l'aspect du stress et de l'anxiété, qui va lui-même aussi potentiellement déséquilibrer le microbiote, augmenter la sensibilité à la douleur. Enfin voilà, c'est vraiment tout est un peu tout est Et lié. là où c'est compliqué, c'est qu'aujourd'hui, dans l'état où on en est des recherches scientifiques, c'est qu'on ne sait plus trop quel est l'œuf et de la poule. C'est-à-dire que on a, ouais, comme tu m'avais conseillé, j'ai lu le livre du docteur Perlmutter, Mm. Stress, hypersensibilité, dépression. Est-ce que tout viendrait pas de nos bactéries? C'est à peu près le titre. Oui, c'est ça. Mais en gros, on s'aperçoit que les souris qui vont bien, on leur greffe un microbiote de souris dépressive, stressée ou obèse. Et dans les trois cas, les souris normales deviennent stressées, dépressives enfin, ou obèses. Hein. Ils n'ont pas fait les Ouais. trois sur le même, heureusement. Mais donc, on voit qu'on peut, que notre microbiote, on voit là tout de suite le lien entre notre état d'être, notre bien-être et nos intestins. Et c'est là, du coup, où on peut voir un lien entre hypersensibilité et syndrome de l'intestin irritable, parce que le lien entre cerveau et intestin, enfin, comme si, bon, après, là, c'est un peu un raccourci, parce que l'hypersensibilité n'est pas que dans notre cerveau non plus, comme je le disais tout à l'heure, mais on voit qu'il existe ce lien-là et qui n'est pas encore complètement compris non plus. Non, c'est ça, c'est que heureusement, il y a plein de recherches qui est faite sur le sujet, et donc on avance, mais effectivement, dans ce livre du docteur Perlmutter, qui est juste passionnant et basé sur des vraies études, quoi. C'est pas juste oui, bah, c'est peut-être ça, c'est voilà, factuellement, il explique, en plus, il explique hyper bien. Et effectivement, lui-même, on sent la frustration que, bah, en fait, on sait déjà des choses, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas encore et qu'on va découvrir dans les années à venir. Mais en tout cas, de plus en plus, tous les médecins commencent à vraiment reconnaître le lien qu'il y a entre les intestins et le cerveau, et que c'est pas juste voilà, dans notre tête, mais que l'un influence l'autre, quoi. C'est vraiment un lien qui se fait à double sens. Donc, ça, Ouais, c'est et quand là, même. ce lien, ça passe par le nerf vague notamment. Et donc, en sachant que le nerf vague, ça fait partie du système nerveux autonome. Mhm. euh, et que ce nerf vague, c'est un peu la pédale d'accélérateur ou de frein. C'est celui qui nous permet de réagir par rapport à un danger. Le système nerveux autonome, il gère tout ce qui est autonome, donc la respiration, les La battements de cœur, digestion. etc. Et aussi, il est en permanence en vigilance pour vérifier s'il n'y a pas un danger. Et c'est ces trois états, donc dans théorie polyvagale, qui sont décrits, c'est soit le combat et la fuite parce qu'il y a un danger immédiat, et donc soit je vais le bastonner, soit je pars vite, soit un état de figement, vraiment cet état où on est voilà, c'est de la biche dans les phares de C'est la ça. voiture, on bouge plus, et là c'est un état plutôt du type dépressif du coup. Et puis un troisième état, heureusement, un état d'ouverture, de sérénité, de joie, où là, on va être en connexion avec les autres, ça va être possible. Alors, dans les deux autres cas, on est soit contre les autres, soit on est complètement seul. Mm.
Et donc, c'est par ce nerf vague que se transportent aussi, comment il appelait ça là, les résidus des bactéries Oui. qui vont ensuite activer des choses au niveau de notre cerveau. Mm. Les Les métallites? métabolites. 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 Ouais. Voilà, les métabolites. Et donc, c'est là qu'on peut. Donc, on voit bien qu'il y a un chemin ascendant. On ne sait pas trop quel est encore le chemin descendant, si je ne dis pas de bêtises. Mais on sait qu'il y a des voies de communication. On ne sait pas trop bien comment elles marchent, qu'est-ce qu'elles activent. Donc, on arrive un peu à la frontière de la connaissance scientifique sur le sujet. Mais c'est connu. Et alors, là où je voulais aller aussi, dans ce bouquin du docteur Perlmutter, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est il t'explique que on a tout intérêt, notamment en cas d'obésité, de dépression, etc., à manger beaucoup plus de légumes, à varier notre alimentation pour enrichir notre microbiote. Mhm. Et quand on arrive sur le chapitre de l'hypersensibilité, là, il dit un truc intéressant. Il dit, bah, tout ce que je vous ai dit précédemment, pour les hypersensibles, ça ne marche pas. C'est ça, c'est plus délicat. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on est hypersensible et qu'on a un syndrome de l'intestin irritable? Est-ce que du coup, toi, voilà, t'as des trucs et astuces? Est-ce qu'il y a une ligne de conduite qui peut aider? Bah, alors, il y a plein de. Ouais, en fait, c'est un peu ce qui est frustrant pour beaucoup de personnes. C'est que, en général, quand on est malade, on nous donne un traitement, donc un médicament, et puis ça va mieux. Le syndrome de l'intestin irritable, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, on peut pas prendre, peut-être un jour ça existera, mais on peut pas prendre juste une petite pilule et dire tout va mieux. Bien sûr, on peut traiter les symptômes en cas de crise. Évidemment, il y a des choses qui peuvent aider, le type des antispasmodiques, donc des choses pour éviter que ça contracte trop et que ça fasse des crampes, ça fasse mal. Des antiballonnements comme du charbon végétal activé, de l'amande poivrée pour les nausées et les ballonnements, etc. Mais tout ça, c'est mettre un pansement sur une plaie ouverte un peu. Donc, en fait, la gestion du syndrome de l'intestin irritable, elle implique évidemment l'alimentation, puisque ce qu'on mange va quand même bien sûr impacter nos intestins, comment ils vont se comporter, comment on va digérer, etc. Mais il n'y a pas que ça, puisque là, c'est simplement le carburant qu'on va mettre. Donc, il y a aussi, après, évidemment, tout ce qui va être gestion émotionnelle, gestion du stress, qui est très importante et qui est souvent sous-estimée parce que bah, souvent les médecins balayent ça un peu de bah, c'est dans votre tête, détendez-vous. Ouais, mais ok, mais je fais comment? Donc, surtout quand on est hypersensible, voilà, il y a quand même souvent de l'anxiété, des choses un peu de la nervosité qui peuvent être plus présentes. Et puis, il y a aussi l'aspect physique, l'aspect, et ça, il en parlait aussi, si je me souviens bien, dans le livre, le fait que le fait de bouger, alors de faire du sport, mais souvent l'injonction faire du sport, ça peut être un peu genre, oh là là, mais moi, le sport, c'est pas mon truc, ou voilà. Mais simplement le fait de bouger et de s'activer, alors ça peut avoir plein de façons différentes de faire, hein. Ça peut être de la marche, ça peut être de la danse, ça peut être n'importe quoi, du jardinage, ou voilà. Mais le fait de bouger, ça aide aussi le microbiote, ça permet aussi souvent de faire diminuer le stress, c'est bon au niveau émotionnel. Enfin voilà, c'est un peu le triptyque et qu'on retrouve beaucoup en naturopathie, hein. En naturopathie, on a beaucoup de techniques, mais les trois principales, c'est vraiment l'alimentation, la gestion du stress et l'exercice physique, avec voilà tout un panel de choses qu'on peut faire dans ces trois catégories pour justement soulager, même si honnêtement, je pense pas qu'on puisse guérir à 100% d'un syndrome de l'intestin irritable, dans le sens où c'est tellement multifactoriel que bah, même si on arrive à traiter, on va dire, un des facteurs, si on s'occupe pas des autres, bah, déjà on aura moins de résultats. Et puis la vie est tellement faite de rebondissements à tous les niveaux qu'il se peut que ça s'en aille pendant des années et potentiellement ça revienne à d'autres moments. Voilà. Donc il y a des gens qui arrivent vraiment à ne plus du tout avoir de symptômes. Oui, ça Honnêtement, c'est existe. quand même assez rare. Ça existe quand même, évidemment, puisque tout dépendra aussi de où on part. Tu vois, si on part de un syndrome de l'intestin irritable qui est assez léger et qu'on arrive à peu près bien à maîtriser avec une hygiène de vie qui correspond à la Mm. personne, etc., il n'y a pas de souci. Après, si c'est quelque chose qui est ancré depuis des années, comme c'est souvent le cas chez beaucoup de personnes, et quelque chose qui est assez présent, là, il faudra toute une vie, j'ai envie de dire, pour vraiment apprendre à vivre avec, même si évidemment on peut faire des choses qui permettent quand même de soulager de manière assez rapide, parce que voilà, l'idée Mm. c'est pas de vivre avec ça comme un fardeau toute sa vie. Voilà, c'est plus encore une fois, c'est beaucoup dans l'écoute du corps aussi et de mieux se comprendre, de mieux adapter.
les trois piliers à ce qui nous va, ce qui nous correspond, ce qui nous fait du bien. Donc c'est un apprentissage, c'est vraiment ça, c'est vraiment un apprentissage. Ouais, et tout comme, enfin, et tout ça, je trouve ça très lié, c'est-à-dire que l'hypersensibilité, moi, en tout cas, comme je l'ai vécu, ça m'a emmené vers apprendre, parce que c'était plus supportable l'état dans lequel j'étais. Enfin, c'est-à-dire que j'en étais arrivée au burn-out et au harcèlement moral, donc je pouvais plus vivre comme ça, j'étais malheureuse comme les pierres. Donc ça m'a amené à aller voir qu'est-ce que c'est que ces émotions, comprendre que j'avais un corps, hein, que je n'existais pas que dans ce là. Voilà. Et du coup, enfin, c'est comme si tout d'un coup le corps avait enfin, je l'écoutais enfin, donc il me parle du coup. Mhm. Et effectivement, euh, quelqu'un me disait, moi c'est évident maintenant, j'écoute mon corps, il me parle, je sais ce qu'il veut me dire. Et je trouve, moi je suis admirative, hein, parce que pour moi, j'en suis encore à déchiffrer, je suis, Bien tu sûr, vois, ouais. c'est une langue et j'en suis au niveau débutant quoi Mm. pour comprendre ça et donc c'est effectivement un chemin comme un retour vers soi à l'écoute de soi-même et ça comprend plein de phases plein de faces et l'activité physique bah, c'est aussi se rappeler que notre corps il est fait pour ça il est fait pour bouger C'est ça. et ça se comprend que ça soit aussi un aspect à activer pour aller mieux. Parce que tout simplement, quand on bouge, quand on respire, on réactive le nerf vague et on peut retourner dans cet état, il est en haut là, de joie, de sérénité et de connexion aux autres. Donc, c'est effectivement très lié. Exactement. Alors, il y a eu plusieurs questions. Oui. Juste peut-être commencer par celle sur les intolérances alimentaires. Est-ce que le Ouais. syndrome de l'intestin irritable, c'est forcément lié à des intolérances alimentaires? Alors, disons que, pareil, je vais faire encore une réponse de Normande et je me permets ça parce que je suis normande, hein, je voudrais pas froisser les Normands présents dans la salle. Mais ça va être oui et non. Dans le sens où souvent, plus on a un syndrome de l'intestin irritable qui va se développer, moins bien on va digérer, donc plus on va avoir des espèces d'intolérance alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a plein d'aliments qui vont plus passer parce que notre microbiote, il n'arrive pas à gérer, nos intestins n'arrivent pas à gérer. Donc, on a l'impression, effectivement, et moi j'ai des clients qui me disent, je ne peux plus rien manger. Alors, c'est pas, enfin, c'est vrai Je- dans le sens où effectivement, dès qu'ils mangent un truc, bah, ils ont le ventre à l'envers. Donc, bah oui, clairement, ils me disent, je peux plus rien manger. La bonne nouvelle, c'est que souvent, quand on travaille justement sur les trois aspects là, dont on a parlé pour soulager le syndrome de l'intestin irritable, au fur et à mesure, ils peuvent justement recommencer à manger beaucoup plus de choses parce que leur microbiote s'est stabilisé, parce qu'on a travaillé sur plein de Hmm, différents cool. aspects. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà, ceux qui me disent, mais je peux plus rien manger, comment je vais faire? Je vais pas manger, passer toute ma vie à manger du riz et des courgettes. Donc je leur dis non, la bonne nouvelle, c'est que petit à petit, on y arrive. Ça demande un travail qui peut parfois être long, donc ça peut être frustrant, hein. Ça se joue pas sur une journée, ça peut prendre des semaines, des mois. Mais en général, on arrive à remanger certaines choses. Après, il se peut aussi qu'il y ait vraiment des intolérances alimentaires avérées. Alors que ce soit via des tests ou soi-même, hein, la personne sent bien que non, ça, quelle que soit la situation, ça ne passe pas. Dans ce cas-là, enfin, j'ai envie de dire, ça sert à rien d'insister. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'il faut totalement se passer de l'aliment, parce que le microbiote, il a vraiment besoin d'une diversité la plus grande possible. Après, s'il y a vraiment des C'est une intolérances histoire de alimentaires, dosage. oui, voilà, c'est aussi une histoire de dosage, exactement. C'est-à-dire que si vous sentez que, par exemple, vous, le blé, ça passe pas très bien et que quand vous mangez une pizza, bah non, clairement, pendant 2 jours après, vous n'êtes pas bien, je vais pas vous dire, bah non, mais continuez, c'est pas grave, on y va, on mange la pizza. Non, dans ces cas-là, on peut peut-être manger une moitié de pizza avec une salade et puis on voit comment ça passe. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis après, il y a vraiment effectivement des intolérances alimentaires qui sont avérées, où là, clairement, quand on en mange, ça ne passe pas. Souvent, c'est des choses comme le blé, enfin, ou le gluten, mais parfois, c'est pas forcément le gluten, c'est vraiment le blé, parce qu'il y a Hmm. d'autres molécules dans le blé qui peuvent être un petit peu allergisantes, allergènes. Et ça peut être les produits laitiers, ça peut être, enfin, il y a plein, plein, plein de choses qui peuvent ne pas passer. Dans ce cas-là, bon, bah voilà, ça sert à rien de s'acharner. Il vaut mieux d'abord faire un travail sur les intestins et après, on reteste et soit Hmm. ça passe, soit bon, bah ça passe pas. Donc, Ouais, alors moi, j'ai rencontré un nutrithérapeute et qui, au vu de mes différents symptômes, parce que j'ai plusieurs maladies auto-immunes, et ça aussi, c'est hypersensibilité, douance et maladie auto-immune, il y a aussi des liens. Ce lien se passe par l'intestin. C'est-à-dire que le truc, c'est que
du fait d'une forme d'intolérance à certains aliments, de ce que j'ai compris, tu me dis si je dis des bêtises, notre intestin, je vais y arriver, va devenir poreux. Donc, il va laisser passer à travers des petits trous, là, je ne sais pas dans quels sont les mots mieux, Ouais, euh, des molécules alimentaires, enfin des choses qui ne devraient pas être dans la circulation du sang, et ça va activer notre système immunitaire qui du coup va réagir et enfin voilà, et peut aussi du coup transformer ça en douleur, voilà. Et donc euh, qu'est-ce qui fait l'œuf ou la poule? On n'en sait pas ouais. grand-chose finalement, hein. Toujours est-il qu'il peut y avoir du coup syndrome de l'intestin irritable, intolérance alimentaire, porosité intestinale, et donc plein de symptômes. Moi, par exemple, j'ai des symptômes aussi d'eczéma qui sont liés à ça aussi. Enfin, Mhm. une hypothyroïdite d'Hashimoto, donc qui semble être activée par le fait qu'il y ait une porosité intestinale, etc., etc. Et donc, quand on travaille là-dessus, Mhm. on peut aussi arriver à calmer le système immunitaire, calmer les symptômes. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 2 ans, quand j'ai fait un test sur mes intolérances alimentaires, j'en avais, j'ai oublié le chiffre, mais je crois que j'en avais 22, quoi. Ah C'est oui, énorme. oui. Donc, du coup, clairement, se passer de tout, c'était très, très compliqué, hein, parce qu'il y avait tous les laits animaux, le gluten, mais aussi tout ce qui est un peu, qui remplace le gluten, donc l'avoine, Mhm. amandes, noisettes, etc. Bon, bref, j'en avais pas mal. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que j'ai essayé d'éradiquer ça de mon alimentation, ce qui a été très compliqué pour moi. Puis en plus, enlever le sucre aussi, parce que t'as des C'est facteurs. inflammatoire, ouais, il y a plein de. Voilà. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, le lait, clairement, à chaque fois que j'en prends, Ça passe euh, pas. ça passe pas, mais j'ai pu réintroduire beaucoup d'autres choses. Donc il y a vraiment, et puis bon, par exemple, comme j'ai des enfants, je mets quand même du beurre dans les pâtes ou dans le riz. Donc ça passe. Mhm. Par contre, voilà, je suis allée dîner chez mes parents, ils ont fait des moules au curry avec de la crème fraîche. Mhm. C'était le festival le lendemain, quoi. Mais Et ouais. bon, voilà, je le sais. Et donc, voilà, j'ai peut-être plus de chances que d'autres, parce que d'autres peuvent avoir des symptômes beaucoup plus francs. Mais c'est aussi possible de finalement réintroduire petit à petit certains aliments qui, au départ, étaient Ouais. interdits, quoi. Enfin, Oui, oui. interdits, pas supportés. Ouais, c'est ça. Que le corps, en tout Mm. cas, dont le corps ne voulait pas, quoi. Ouais. Mm. Exactement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, Je il y regarde avait. en même temps, ouais, les questions qu'on avait eues en Mm. parlant en story. Donc, il y a aussi Sab qui posait une question alors, très spécifique. Donc, même en étant Ah oui. colopathe, la maladie ne peut pas se transmettre au bébé. Alors moi, je ne suis pas médecin, donc je ne saurais pas répondre à cette question. Ben, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de réponse à 100%. C'est pas un virus, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose qui effectivement peut contaminer en tout cas le bébé. C'est juste que comme je disais, forcément, on donne une partie de notre microbiote au bébé. Donc si de base on a un microbiote appauvri, on va dire qu'on lui fera pas le cadeau le plus beau en lui donnant le plus beau des microbiotes. Après, ça ne veut pas dire que forcément le bébé sera colopathe aussi, puisque le microbiote il se construit pendant toute la première partie de vie. Voilà, donc on peut après faire plein de choses pour faire que son enfant ait quand même un super microbiote diversifié. Voilà, après, effectivement, je ne suis pas non plus médecin, c'est important d'être suivi par un médecin voilà, spécialisé sur ça et qui pourra donner plein d'astuces. Mais voilà, non, c'est pas une fatalité. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Ouais. Il y avait une question dans les stories là, quand on avait fait avant, là, sur le régime FODMAPS, Oui. que c'est obligatoire quand on a un syndrome de l'intestin irritable ou quand on Alors, est hypersensible. je vais refaire la même réponse. Oui et non. Les gens, hop là, petit bug. J'ai la batterie qui commence Ouais, pardon. à flancher, mais ça va, elle va tenir. Donc oui et non, dans le sens où c'est pas obligatoire, puisque ce n'est pas un traitement, l'alimentation sans FODMAP. Alors déjà, pour rappeler un peu ce que c'est, en fait, les FODMAP, c'est un acronyme qui veut dire fermenté cible, oligosaccharides, disaccharides, etc. Enfin, un truc un peu compliqué. C'est simplement en fait un type de glucide qui, une fois dans l'intestin, dans le côlon, donc le gros intestin, va être fermenté par les petites bactéries qui sont là et parfois trop fermenté et qui peut justement déclencher des symptômes comme ballonnement, douleur, problème de transit, etc.
Donc en fait, quand on enlève les FODMAP, ça n'est pas un traitement, hein, puisque c'est pas un médicament, c'est juste qu'on va enlever ce type de glucides. Donc l'avantage, c'est quand on fait Et ça, puis, c'est pas un régime à suivre ad vitam aeternam, en fait. exactement, c'est vraiment quelque chose qu'on fait de manière Protocole. ponctuelle pour déjà soulager les symptômes rapidement. Et ça, en général, ça fonctionne en quelques jours, quelques semaines. Et puis ensuite, l'idée, c'est de réintroduire chaque famille de FODMAP pour justement tester la sensibilité. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est normalement pas sensible à tous les FODMAP en même temps. Donc voilà, en général, il y a une ou deux familles, il y a 10 familles de FODMAP en tout. En général, dans notre jeu des 10 familles, on en a une ou deux qui passent pas bien. Donc l'idée, c'est ça, c'est vraiment de le suivre sur un temps court. Et ça, c'est important parce que les FODMAP en soi ne sont pas du tout mauvais pour la santé, hein. C'est vraiment des choses au contraire qui sont bonnes pour la santé. C'est juste que chez les personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable, ça passe pas très bien. Donc on les enlève tous. Ensuite, on réintroduit une famille par une famille et on teste la sensibilité. Donc ça, on n'est pas obligé de le faire. On peut aussi décider qu'on va soigner, soulager son syndrome de l'intestin irritable différemment. En revanche, c'est quand même souvent quelque chose qui est conseillé parce que ça permet non seulement de soulager les symptômes rapidement, et en plus de tester soi-même sa propre tolérance, donc de pouvoir adapter son alimentation et son assiette par la suite. Voilà, donc c'est pas obligatoire, c'est quand même plutôt recommandé, de manière quand même assez encadrée. Enfin, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi et pareil, de ne pas le suivre pendant des mois et des mois. Donc voilà, mais en général, ça soulage bien. Ouais, et c'est un protocole. Donc vraiment, l'idée, c'est d'apprendre à connaître, à se connaître, parce que Exactement. c'est ce que disait aussi dans le livre le docteur Perlmutter. Donc il mentionnait ce régime-là pour les hypersensibles comme étant le régime, enfin, la- euh, un des moyens de trouver ce qui va convenir quand on est hypersensible. Par exemple, je crois qu'il parlait je vais y arriver, du brocoli comme étant un Oui, aliment miracle. Et oui. il dit, bah, les brocolis pour les hypersensibles, c'est pas forcément une bonne idée. Mais ça va être à tester parce que tout microbiote est unique. Ouais. En plus, le microbiote évolue donc dans la vie. Mm. Et donc, l'idée du protocole FODMAP, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui nous fait du bien, en éliminant pendant un temps tout ce qui pourrait être difficilement tolérable par le microbiote, et puis en les rajoutant pour voir bah, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui est moins OK. Mm, mm. Euh, Exactement. donc, ouais, ça ne dure pas, enfin, sauf une fois qu'on a Mm. identifié le truc qui est vraiment compliqué pour nous à digérer, quoi. Ouais. Ouais, ouais, exactement. Et même, même dans ce cas-là, ça peut. Ok, ok, on verra ça après. Merci. Merci. Désolée, hein, il y a du monde qui passe chez moi. Oui, même après ça, une fois qu'on a identifié on va dire une famille qui passe pas bien, ça peut être intéressant de la retester plus tard parce que comme tu dis, le microbiote il évolue. Enfin voilà, c'est un peu comme je disais, c'est vraiment un apprentissage de toute une vie en fonction de bah, voilà notre évolution aussi nous-mêmes quoi. Donc il y a plein notre environnement, etc. Il y a plein de paramètres. Alors, Samia demande, est-ce que c'est dangereux de suivre cette méthode pendant la grossesse? Euh, alors dangereux. Moi, je conseillerais toujours, surtout en période de grossesse, de valider avec un médecin parce qu'en fait, le seul truc, c'est que l'alimentation sans FODMAP, elle est quand même très restrictive. Il y a quand même beaucoup de choses que on enlève de son alimentation et des choses qui sont bonnes pour la santé de base. Donc, spontanément, je le conseillerais pas du tout pendant la grossesse parce qu'au contraire, pendant la grossesse, c'est vraiment le moment d'avoir une alimentation la plus diversifiée possible, voilà, la plus j'ai envie de dire la plus saine, mais voilà, c'est vraiment la plus diversifiée pour aussi donner bah, toutes ces bonnes, tout ce bon microbiote au bébé. Donc, moi, je conseillerais pas trop pendant la grossesse, après à valider avec un médecin. Si un médecin dit, OK, on y va pendant la grossesse et de manière encadrée et surveillée, pourquoi pas? Moi, spontanément, je le conseillerais pas parce que voilà, c'est trop En restrictif. tout cas, pas Donc, pendant toute la durée de la grossesse, parce qu'à ah un ouais, moment non. donné, il y a quand même des nutriments qui sont essentiels à la construction du bébé, quoi. Donc, Ouais, ouais, euh, non. besoin de beaucoup de vitamines, enfin voilà. Exactement. Donc, ouais, c'est peut-être pas le meilleur moment, effectivement. Ouais. Et alors, est-ce que Samia demandait, est-ce qu'il est vrai que Oh, j'arrive pas à regarder les commentaires correctement. Est-ce que c'est vrai que le syndrome de l'intestin irritable s'apaise durant la grossesse?
Alors ça peut s'apaiser ou ça peut être pire. Encore une fois, ça va vraiment dépendre des gens. Mm. Parce que en fait aussi tout le système hormonal est un peu chamboulé pendant la grossesse par rapport à avant et à après. Donc chez certaines personnes effectivement ça va jouer en faveur d'une amélioration du syndrome de l'intestin irritable. Mais chez d'autres, non, ça peut vraiment varier. Mais il est vrai que je sais que pour la maladie de Crohn, par exemple, ça peut être vraiment amélioré pendant la grossesse. Donc voilà, après les mécanismes derrière, je vais pas m'aventurer à voir tout ça, parce que voilà, encore une fois, je suis pas médecin, mais c'est vrai que ça va vraiment dépendre des gens. Donc voilà, c'est difficile de savoir vraiment à l'avance, mais ça peut. Ouais, ça s'explique par l'unicité de chaque microbiote qui fait que on ne sait pas forcément comment il va réagir. Et effectivement, il y a aussi les hormones qui jouent. Enfin, il y a tout un équilibre. Et pendant la grossesse, enfin, c'est assez formidable. Il y a énormément de choses qui changent. Donc, Ouais, ouais, exactement. Donc c'est c'est ouais, effectivement difficile de voir ça. Je regarde si j'avais d'autres questions, ouais, sachant qu'il nous reste 5 minutes après Instagram va couper, parce qu'au bout d'une heure, il coupe. oui. Est-ce que vous avez des questions en direct? Alors, merci, c'était par curiosité, car on peut lire tout et son contraire à ce sujet. Bah oui, je pense que Ben ouais. c'est le truc, c'est voilà, il faut, dans tous les cas, dans tous ces domaines-là, il faut faire confiance à soi-même. Mm, Effectivement, voilà, on peut, et c'est toute la question de l'alimentation. Enfin, en fait, il faut se faire confiance à soi-même. exactement. Alors, avez-vous des astuces ponctuelles lorsqu'on est très ballonné? Alors, il y a effectivement le charbon végétal activé, qui en général fonctionne assez bien, qu'on peut prendre sous forme de poudre ou sous forme de gélule. Voilà. Après, attention avec le charbon végétal à ne pas prendre en même temps que d'autres médicaments parce qu'il peut en diminuer les effets. Donc, si vous prenez la pilule contraceptive ou d'autres médicaments, d'autres traitements, à ne pas prendre en même temps. Donc, voilà, il y a quand même des petites choses, des petites subtilités, mais oui, ça en général, ça aide bien. Après, il y a le classique, les antispasmodiques qui permettent aussi d'éviter qu'il y ait trop de crampes. Et l'amande poivrée aussi. Donc, on peut se masser le ventre avec quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée diluée dans une huile végétale. Alors, on n'en met pas trop parce que ça fait un effet très frais. Donc, voilà. Et voilà, c'est aussi à faire de manière ponctuelle, Et l'odeur évidemment. est très persistante, hein, donc Voilà, quand on est sensible d'odeur, ça fait un peu. exactement. Du coup, c'est voilà, tester des petites quantités en premier. Donc, voilà. Ouais, peut-être une goutte dans un creux d'huile Voilà, végétale. c'est Mm. ça. Il vaut mieux commencer tout petit et augmenter si on se dit bah non, là ça va, plutôt que d'en mettre trop et après de se dire ah bah c'est trop, c'est trop tard. Donc voilà, effectivement. Donc, il y a Aurélien qui pose une question. J'ai vu une vidéo expliquant qu'un nombre important de repas dans la journée peut entraîner les symptômes que vous évoquez. Est-ce le cas? Le respect strict des repas peut-il aider ou le jeûne? Alors effectivement, en fait, c'est là pour le coup, c'est vraiment mécanique. C'est que bah, plus on mange, enfin quand on mange, en fait, tous les intestins vont commencer à s'activer puisque la digestion se met en place à partir du moment où on fait rentrer un aliment dans notre bouche et dans notre estomac. Donc plus on active les intestins, potentiellement plus il va y avoir de symptômes parce que bah, ils vont plus se contracter, le microbiote il est aussi sollicité. Donc forcément, oui, effectivement, si on passe notre journée à grignoter, il se peut qu'on ait plus de symptômes. Et c'est vrai que le jeûne en général a tendance à soulager ce phénomène-là, à prendre avec des pincettes quand même, parce que le jeûne peut entraîner un stress aussi sur le corps. Donc, si on a un terrain plutôt stressé, voilà, c'est aussi, il faut Mhm. tester, il faut voir ce qui nous convient, mais c'est pas forcément adapté à tout le monde. Donc, pareil, c'est important Mais de. moi, je suis passée par le jeûne intermittent et une consultation en ostéopathie où elle m'a aidée aussi au niveau du ventre voilà, à dégager les tensions, dégager des vieilles émotions, parce qu'on dit que les émotions, elles restent aussi dans le ventre, hein. Mhm. Et ça m'a énormément aidée. Le jeûne, la première semaine, c'est assez difficile de s'y mettre. Donc c'est pareil, c'est dans l'écoute de son corps. Mhm. Est-ce que ça nous correspond? Moi, personnellement, ça m'a aidé parce que ça me permettait de me poser moins de questions par rapport à l'alimentation. Hein, genre, Ouais, qu'est-ce que je mange? Et puis toute la culpabilisation aussi, hein, sur. ouais. Voilà. Et alors, dernière question, avant que ça coupe. Quel conseil pour établir la perméabilité de l'intestin?
Alors là, je vais pas pouvoir répondre en 1 minute, donc je pense qu'il faudra qu'on refasse un live ou sinon que les gens n'hésitent pas à nous envoyer aussi des petits messages sur Instagram. On pourra y répondre avec grand plaisir parce que là, ouais, en 1 minute, ce serait trop short. Ouais. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si ça vous a plu, si vous voulez qu'on en fasse un autre live, parce que Ouais, voilà, c'est le premier essai. Et moi, ça m'a bien plu, en tout cas, c'était très bah, très de même. chouette. Merci beaucoup à toi. Ouais, et ben merci à toi, Anne-Sophie, et puis on voit si on refait ça bientôt. On va essayer de le poster. Exactement. Ouais, exactement. On vous met le replay en IGTV si j'y arrive. Normalement, si la technique est avec moi. Et puis voilà, on croise les doigts et avec plaisir pour se refaire un live dans pas longtemps parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, sur ces deux sujets combinés. Donc voilà. Donc merci à tous ceux qui étaient là et puis on se retrouve bientôt pour un prochain live. À bientôt. Ciao. Salut tout le monde.